Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque lundi, dès 7h, nous partons à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit, en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram Métamorphose Podcast. Ce podcast vous est proposé grâce au soutien de Léa Nature, fabricant de produits sains, bio et de qualité, accessibles au plus grand nombre à travers ses marques engagées comme Jardin Bio, Sobioéthique, Eau Thermale Jonzac ou Natessence. J'en suis évidemment très fan et mille merci à notre partenaire officiel. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose. Aujourd'hui, mon invitée est formatrice en libération énergétique, auteure, conférencière et engagée dans le processus d'éveil de conscience pour marcher le cœur ouvert sur le chemin de la réalisation de l'être. Elle a également été infirmière en pédopsychiatrie, psychothérapeute en gestalt et analyse jungienne, et est facilitatrice pour une technique, une méthode dont on va parler qui s'appelle Access Bar. Et avec elle aujourd'hui, nous allons parler de se libérer pour libérer le monde. Elle est aussi spécialiste en mémoire cellulaire. J'ai le grand plaisir d'accueillir Mina Goll-Compagnon ce matin dans Métamorphose. Bonjour Mina. Bonjour Anne, merci de m'accueillir. Je suis absolument ravie et par ailleurs, Mina est aussi une amie. Donc voilà, nous avons cette double connivence. Alors tu dis que nous sommes à la fois la clé, la serrure et le verrou de la porte de notre réalisation intérieure. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par là ? Oui, en fait, dans ce monde, on parle souvent des victimes et puis des bourreaux, des sauveurs. On connaît ce triangle. Et avec cette vision que j'ai découvert maintenant, qu'on crée absolument tout, je peux plus en fait être dans cette espèce de paradigme de qu'il y aurait les bons, les méchants et qu'on subirait le monde. Et ce que la vie et mon expérience m'a révélé, c'est qu'on est à la fois celui qui a créé, qui a été vibratoirement, je dis inconsciemment, bien sûr, le créateur. Et à partir du moment où on peut reprendre la responsabilité en fait de ce qui nous arrive, eh bien en fait c'est la clé. C'est-à-dire que c'est nous qui avons la clé pour ouvrir la porte. Tant qu'on pense que ça vient de l'extérieur, on pourra jamais ouvrir cette porte. On va attendre que ça soit les autres. Et donc pour moi c'est vraiment reprendre totalement la responsabilité totale, reprendre la propre clé qui est à l'intérieur, ouvrir la porte qu'on avait fermée nous-mêmes et trouver surtout le verrou où mettre la clé parce qu'on a tout ça à l'intérieur de nous. Il suffit en fait de le révéler. D'accord. Alors quand tu parles justement du triangle bourreau, victime, sauveur, je pense que pas mal de gens en ont entendu parler, mais c'est peut-être bien de repréciser en fait ce mode de fonctionnement pour bien comprendre, Mina. En fait, la plupart du temps, dans le niveau de conscience, en tout cas actuel de l'humanité, ce qu'on voit, c'est qu'on a tendance à reporter à l'extérieur les causes de notre mal-être ou de notre bien-être, des fois aussi d'ailleurs, ce qui pose aussi une problématique quand on pense que tout vient de l'extérieur, que ça soit le bonheur ou le malheur. Et en fait, ce système pernicieux du victime bourreau sauveur, c'est qu'en fait, la victime refuse de reconnaître en fait qu'elle est partie prenante dans la trilogie du malheur dans laquelle elle est avec le sauveur, parce qu'il y a cette espèce d'attirance, d'attraction qu'on peut avoir, d'avoir envie de sauver les autres, ce qui est une façon aussi de ne pas reconnaître qu'ils ont créé inconsciemment leur réalité. Puis le sauveur, il va se donner une identité à travers ça. C'est-à-dire que le sauveur, tout ça c'est inconscient bien évidemment, il n'y a pas de jugement dans ce que je suis en train de dire, mais le sauveur qui peut avoir besoin lui-même d'une reconnaissance va être attiré par les victimes à sauver en fait pour se donner une existence. Et quand on sait que ce monde est vibratoire, c'est peut-être de cela qu'on va parler, parce que pour moi ça a été une véritable révélation que la physique quantique nous révèle, que tout est vibratoire et que ce que nous envoyons comme vibration, nous le recevons sous forme de personnes ou d'événements. Eh bien, quand on sait que ce monde est vibratoire, on peut
réaliser que même le sauveur à qui on met une super étiquette de bonté, de générosité, eh bien, il peut avoir une action parfois qui peut empêcher en fait celui qui se croit victime de reconnaître et de retrouver en lui cette capacité de s'en sortir de quelque chose qu'il a créé inconsciemment lui-même. Et donc, c'est pareil pour celui qu'on appelle le bourreau ou le persécuteur, comme on veut. Ce sont comme des valses ensemble. C'est des valses et il y a des attractions vibratoires énergétiques qui vont faire que victimes, bourreaux, sauveurs vont se retrouver inconsciemment dans un même scénario. Et le monde, à l'heure actuelle, est beaucoup orienté sur cette notion. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une blessure, on va tout de suite chercher le coupable en fait. Oui. C'est-à-dire à aucun moment, ou alors peut-être beaucoup plus tard, on va essayer de regarder quelles sont les possibilités, qu'est-ce qui fait qu'en fait les trois pointes du triangle se retrouvent ensemble et d'une façon répétitive. Parce que souvent, d'ailleurs, les gens consultent parce qu'ils ont la conscience de ces systèmes de répétition. Oui, bien sûr. Alors justement, tu dis que pour toi, il n'est pas forcément nécessaire de découvrir la cause initiale des problématiques humaines, qui peuvent parfois prendre des années, que ce soit à travers peut-être des psychothérapies type freudienne, voire même du transgénérationnel, voire même des vies antérieures pour celles et ceux qui y croient. Pourquoi est-ce que tu dis cela ? Déjà parce que j'ai fait toutes les thérapies je crois que, sans vouloir me vanter, parce que c'était pas vraiment le but c'était toujours de s'en sortir quand on fait des démarches. Mais à une époque de ma vie, j'ai vraiment exploré toutes les thérapies et notamment freudienne au départ, parce que quand même il faut honorer ça. Ça a démarré quand même beaucoup comme ça. Jung, toutes ces thérapies qui en fait invitent à faire remonter des événements clés, on va dire, qui permettrait en fait de comprendre et de résoudre ce qui fait qu'on est encore mal 20 ans ou 30 ans plus tard à la suite d'un événement. Et en fait, on peut passer de très longues années, ça m'est arrivé au début, à raconter son histoire et ses histoires pour essayer en les racontant, d'avoir l'espèce de prise de conscience en fait qui va permettre que ça se transforme. On se rend compte que ça peut arriver. Il faut pas non plus, ça peut arriver, mais ça prend beaucoup de temps. Et donc, ce cheminement, justement, personnel, que je trouvais qui était très long, m'a amené à chercher d'autres choses et peu à peu à m'intéresser justement à l'aspect vibratoire du monde. Et une chose s'est imposée à moi, c'est que chaque fois que alors en tant que thérapeute, je me suis rendu compte que chaque fois que quelqu'un me racontait son histoire, c'est comme s'il la fixait à nouveau. C'est-à-dire que chaque fois qu'on pense qu'il y a une cause à notre problématique actuelle, du style je suis malheureuse maintenant et je n'ai pas confiance en moi parce que ma mère m'a abusée et ceci et cela, en fait, ça donne une raison d'être mal, ça donne une explication logique, mais ça ne transforme pas. Ça n'amène pas forcément, je dirais, la transformation. Qu'est-ce que c'est la transformation pour moi ? C'est d'être heureux, épanoui, et puis de ne plus être freiné par ces espèces d'histoires qui sont dans le sac à dos invisible derrière nous. Et en fait, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que quand une histoire a été racontée et décodée, il y en a une autre qui apparaît. Une impression que c'est sans fin en fait. Et quand je me suis intéressée donc à la notion de mémoire cellulaire, je ne suis pas une scientifique, ce qui m'intéresse c'est juste l'aspect vibratoire que j'en ai retenu, que moi ici j'ai une vibration, toi tu en as une, et nos vibrations elles collent ou pas. Souvent on entend dire les gens, ceux qui se ressemblent s'assemblent, et souvent on dit mais c'est vibratoire, mais on ne sait même pas de quoi on parle, mais où je la sens pas, etc. Oui, ou instinctivement dans un ascenseur. On s'écarte d'une personne ou on s'en rapproche un petit peu. Parce que le premier langage n'est pas la parole. Le premier langage, c'est le langage énergétique. Et en fait, ce langage énergétique, c'est donc le langage vibratoire. Quand on est face à quelqu'un, en fait, on sait déjà ce qui se passe. On le sait pas dans la tête, mais c'est comme si nos cellules reconnaissaient, avaient déjà l'information. Et en fait, c'est justement ça que nous avons à développer, c'est cette capacité, en fait, de retrouver le savoir qui est en nous,
face à des situations, mais un savoir qui n'est pas cognitif, c'est-à-dire qui n'est pas alimenté par le mental et par des explications intellectuelles, qui, elles, sont encore un savoir emprunté. Oui. En fait, il y a un savoir à l'intérieur de nous qui est ce savoir intuitif, qui est cette connaissance empirique des choses qu'on a un peu étouffées, mais que les enfants ont naturellement. Oui, bien sûr. Si tu regardes les enfants, ils fonctionnent essentiellement à la vibration, à l'enthousiasme et à la joie. Parce que la première vibration initiale, en tout cas, qui est mon cheminement, c'est de retrouver et de savoir que nous sommes de l'enthousiasme et de la joie dans notre essence naturelle. Alors oui, ça, on va en reparler effectivement de la joie pure, parce que c'est quelque chose sur lequel tu as beaucoup cheminé, tu chemines encore et que tu véhicules autour de toi à travers tes conférences. J'ai quand même une question, c'est que je trouve que aujourd'hui, on a tendance effectivement à dire que toutes ces thérapies dont on parlait, un peu anciennes, sont un peu dépassées. Et en même temps, je vois aussi beaucoup de thérapies qui aujourd'hui sont un peu, je vais dire, psychomagiques et qui parfois ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui disent allez hop, abracadabra, et hop, vous êtes guéri ou tu es guéri. Comment justement bien discerner pour ne pas non plus tomber dans je dirais peut-être dans ce piège quelque part? Tout à fait. Déjà, je voudrais dire que toutes ces thérapies qui, moi, m'ont été très utiles à une époque. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de dénigrer les thérapies plus longues, les thérapies de la parole, etc. Parce que tout a sa place et qu'il est certainement que pour certaines personnes, et c'est encore la place. Simplement, il faut savoir que cette notion de vibration, elle est pas si, enfin si, elle est très ancienne, puisque le Bouddha disait vos pensées créent le monde, et ça voulait bien dire ce que ça voulait dire, c'est que vos pensées sont une vibration, et cette vibration crée le monde. Donc en fait, l'aspect vibratoire, c'est que nous sommes imprégné d'histoire. Tu parlais de transgénérationnel, mais nous portons le transgénérationnel à l'intérieur de nous, nous portons l'inconscient collectif à l'intérieur de nous. Et comment ça se manifeste? Ça se manifeste en fait par des pensées, des croyances, des idées toutes faites, des certitudes qu'on ne sait des fois même pas d'où elles viennent. Mais qu'est-ce que ça fait? Ces pensées, ces certitudes, ces jugements, c'est une vibration, c'est ça la vibration. Et cette vibration, c'est elle qui va créer et attirer en fait la preuve qu'on a raison de croire ça, finalement. Et effectivement, quand tu parles de psychomagique, bon, je ne connais pas tout ce qui existe, ce que je peux dire, c'est que à la fois ce monde est magique, et il y a une magie dans cet univers. Je pense par exemple à la synchronicité dont Jung, enfin c'est Jung qui a donné ce terme pour le hasard qui n'en est pas en fait. Moi je pense que notre rencontre, elle a été une merveilleuse synchronicité il y a plusieurs années de ça. Oui, c'est vrai. Et Paul Éluard dit il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. Je pense que nous avons beaucoup de rendez-vous les uns les autres quand c'est le moment clé et que déjà naturellement nous vivons dans cette magie. C'est-à-dire que le hasard, par exemple, quand tu es en train de chercher quelque chose et que tout d'un coup, quelqu'un te téléphone à cet instant pour te donner la réponse, finalement, d'une chose qu'il ne savait pas que tu cherchais, c'est ce qu'on appelle la synchronicité, mais c'est l'aspect vibratoire, justement. Toute pensée qui est émise dans l'univers, elle n'est pas perdue. Donc, c'est comme si, voilà, il y a une valse qui se fait des vibrations et que tout arrive. Donc, évidemment, il y a beaucoup, certainement, maintenant, de thérapies qui doivent émerger avec cet aspect-là, parce que c'est quelque chose qui fonctionne, parce que quand tu travailles, quand tu agis, quand tu œuvres au niveau du vibratoire, ce que tu fais, c'est que tu ôtes la racine mémoire. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, ce qui m'a frappé quand les gens venaient me voir, quand je faisais mes consultations individuelles, c'est que ils étaient sur un sujet qu'ils arrivaient à résoudre, mais il y en avait un deuxième qui arrivait en fait presque du même ordre. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il y a une racine vibratoire, qui est donc une mémoire, qui a un impact ou transgénérationnel ou inconscient collectif, cette racine mémoire, elle va continuer d'envoyer des vibrations qui vont créer des événements. Et si on travaille sur l'événement, ce qui a souvent été ça pendant longtemps, uniquement sur l'événement, tu arrives à transformer l'événement, mais pas la racine vibratoire qui continue d'agir pour créer ces événements qui sont sous une même, je dirais, note vibratoire, justement. Alors du coup, comment on fait quand on a été blessé? Tiens, par exemple, on va prendre un exemple dans une relation. Comment est-ce qu'on peut restaurer l'amour de soi? Alors, Et l'amour de l'autre. Oui, tout à fait. On est forcément deux dans cette relation.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on a été blessé dans une relation, c'est qu'on était certainement déjà blessé avant. C'est-à-dire que la relation, c'est un lieu fabuleux de réveil et de libération de toutes les choses qui sont en nous et qui se réveillent grâce à la relation. Et justement, c'est aussi un sujet qui m'anime et me passionne, c'est que bien souvent les autres qu'on accuse, on en parle avant, de nos blessures, sont des révélateurs d'une blessure qui est déjà en nous et qui a été bien enquistée. Et heureusement que la relation a existé, parce que c'est ça qui permet de se souvenir et de réveiller cette chose qu'on ne voulait surtout plus entendre parler, et tout ce qu'on cache et tout ce qu'on refoule nous réduit notre énergie et notre capacité de libérer cette puissance qui est en nous et qui ne demande qu'à émerger, en fait. Donc la blessure qui se réveille est une chance, en réalité. Eh bien, c'est ce que j'ai envie de dire. La blessure qui se réveille est une chance. Alors, bien sûr, sur le moment, on va pas dire que c'est une chance, parce on est des êtres humains, et quand on est blessé, et la première chose à faire, je dirais énergétiquement, c'est d'aller dans son chagrin, et c'est pas d'y aller, c'est de ne pas y résister. Dire la première chose, c'est justement de permettre que ce qui a peut-être été refoulé très loin, puisse se transformer à travers notre corps avec nos émotions, mais sans s'y rouler et sans l'entretenir avec les reproches que tu te rends compte ce qu'il m'a fait. Dans tous les bars où je vais prendre un verre, il y a toujours au moins une histoire autour. Oui. Tu te rends compte ce qu'il m'a fait, tu te rends compte ce qu'il m'a dit, etc. En réalité, qu'est-ce qui fait en moi, qui fait que l'autre m'a fait ça? Qu'est-ce qui a permis que cette blessure se réveille, et qu'est-ce qui a permis que je rencontre exactement la personne qui va mettre le doigt sur ce qui fait mal? Oui. Parce que le but de tout ça, c'est pas de continuer, parce que dans les relations, on voit bien, les personnes, elles viennent pour guérir une relation, puis après, elles rentrent dans une autre relation qui est merveilleuse, et au bout d'un moment, elles se rendent compte qu'elles vivent quelque chose de similaire. Oui, en fait, c'est presque une illusion, parce que je cours d'une relation à l'autre. C'est ça. Tant qu'on n'a pas, tant qu'on n'est pas sorti déjà du besoin que l'autre nous répare, et que l'autre nous guérissent en fait nos blessures, parce que c'est bien souvent comme ça que les relations se mettent en place, on va automatiquement reproduire. Et si c'était l'opportunité, quand une blessure arrive dans une relation, un abandon, un rejet, une trahison, tout ce qu'on veut, d'aller regarder en moi, justement tu parlais de restaurer l'amour de soi, de commencer enfin à s'aimer tellement, et à découvrir que l'amour qu'on porte aux autres, on peut se le porter à soi-même, et qu'on mérite tellement d'être aimé déjà par soi, et que nous le sommes de toute façon. Parce que quand je disais l'enthousiasme et la joie, c'est notre propre essence, on pourrait dire que un synonyme, c'est l'amour. C'est-à-dire que quand on est dans la conscience, et c'est le mot maintenant que j'ai envie d'utiliser, c'est que la plupart de nos actions dans ce monde, et moi j'ai connu ça, bien sûr, et c'était des actions qui étaient portées par l'inconscience, c'est-à-dire par une illusion que ce que je faisais, je le choisissais consciemment, mais que derrière, il y avait toutes des raisons inconnues qui faisaient que je choisissais ça. Et ce sont ces raisons inconnues qui sont nos mémoires inconscientes, qui nous amènent en fait à faire des choix qui ne sont pas des choix qui sont bons apparemment pour nous, mais qui sont des choix de répétition. Et donc, un jour, il y a le jour J où on se réveille et on se dit, mais attends, là, c'est pas possible, j'ai encore créé quelque chose. Oui, je retombe dans le même schéma. Je retombe dans le même schéma, mais alors comment je peux utiliser cette situation pour enfin devenir libre de mes besoins, de mes manques et de mes frustrations? Oui, parce que tu parles de l'amour de soi, c'est quelque chose que j'entends très souvent et qu'on entend beaucoup en ce moment, et en même temps, parfois, ce n'est pas facile. Comment tomber en amour de soi, vraiment profondément. Oui. Pour ça, ça touche à un autre sujet que tu as beaucoup développé, qui est le pardon, en fait. Comment se pardonner à soi-même? On peut mentalement dire je m'aime, oui, je m'aime, ou faire de la pensée positive. Non, mais on parle pas de ça. Non, du tout. Alors, justement, je voudrais, pour parler de ça, évoquer une anecdote qui m'est arrivée. Là, je suis partie en vacances en Polynésie, et j'étais sur une île. Il y avait juste 2-3 personnes. Il y avait une femme qui vivait là. Genre Bora Bora?
Oui, c'est ça, Maupiti, c'était. Donc, c'est Bora Bora des années 50. Hein. Et sur cette île, il y avait une pension de famille avec une jeune femme. Enfin, il y avait une famille. Et il y avait notamment une jeune femme avec sa petite fille. Elle n'arrêtait pas de dire, mon Dieu, mais qu'elle est magnifique, qu'elle est magnifique, qu'elle est magnifique. Hein. Et la petite fille était rayonnante, etc. Et j'ai parlé avec elle et je lui ai dit, c'est magnifique justement que tu puisses comme ça, parce que dans tout ce qu'elle faisait, même si elle faisait une bêtise, elle m'a dit, mais nous sommes tous magnifiques. Hein. Et je l'écoute, et je sais que c'est vrai, moi, mais je n'entends jamais les gens dire ça. J'entends toujours dire, oui, non, j'ai ci qui va pas. Et je dis, mais tu t'aimes? Elle me dit, mais je n'ai aucune raison de ne pas m'aimer. Et toi, tu n'as aucune raison de ne pas t'aimer. Et c'était juste une personne qui était dans une pension de famille qui vivait là. Elle m'a expliqué qu'en fait, que depuis toute petite, sa mère lui disait tout le temps, mais tu es magnifique, tu es une princesse, quel que soit qui tu es, n'oublie jamais que tu es de l'amour, que tu mérites d'être aimée, etc. Elle a été élevée avec ça, Anne. Et en fait, c'est ça la problématique, c'est que nous n'avons pas l'habitude dans nos cultures de cultiver en fait l'amour et d'exprimer l'amour et de reconnaître la merveille que sont les autres. Et la merveille que nous sommes. Parce qu'en fait, nous sommes dans un monde qui ne s'émerveille plus de la beauté des autres et de la beauté de la nature et de la beauté de tout ce qui est. Et cet émerveillement, quand tu es, et je le sais parce que j'ai vu que devant le lac Léman, tu t'émerveilles. Et tu vois, quand tu exprimes ça, mon cœur, il s'ouvre en même temps quand tu mets tes posts. C'est très curieux. Quand on s'émerveille de quelque chose de naturel, de simple, qui est beau, l'émerveillement, il vient du cœur aussi. Tu as remarqué, ça s'ouvre là. Oui. Et tout d'un coup, il y a « Oh, merci pour cette beauté ». Eh bien, si depuis le début, on recevait ça, cet émerveillement de nous-mêmes, alors qu'on croit que on va le pourrir en lui disant des belles choses. Il faut pas dire aux gens qui sont merveilleux, ça va les rendre arrogants. Mais pas du tout. Quelqu'un qui s'aime et qui sait qu'il mérite d'être aimé parce qu'il a une conscience dans un corps, parce que nous sommes plus qu'uniquement notre corps de chair, nous sommes la vibration de la joie, nous sommes la vibration de l'enthousiasme et de l'amour, et tant que nous n'avons pas retrouvé ça en faisant tomber tous ces points de vue, ces jugements, parce que c'est ça qui nous empêche de nous aimer. Ce qui est naturel, c'est l'amour de soi et l'amour de tout ce qui est. Ce qui n'est pas naturel, c'est de ne pas s'aimer et d'être toujours en train de juger tout. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que quand on ôte les jugements, les points de vue, tout ça qu'on croit être vrai, ce qui se libère, c'est cet amour de soi. En fait, il n'y a pas à restaurer l'amour de soi. Il y a juste à faire tomber ce qui empêche d'être dans l'amour et l'émerveillement de soi. Et ça n'a rien à voir avec la prétention et l'arrogance, c'est l'inverse. Là. Ouais. Et d'où vient cet amour ? D'où vient-il ? Pour moi, il est. Il ne vient même pas de quelque part. Il est. C'est-à-dire que nous venons de l'amour et nous sommes l'amour. C'est pas du tout quelque chose, je veux dire, de religieux, ce que je suis en train de dire. Hein. D'ailleurs, je n'ai pas de religion. Je ne suis pas de religion. Mais c'est simplement une expérience. C'est-à-dire que les moments, par exemple, le moment où on sait qu'on est amour, je vais le dire carrément, c'est quand on est dans une relation avec quelqu'un et que justement on est dans une relation amour orgasmique avec quelqu'un. Et qu'est-ce qui se passe au moment de l'orgasme ? Il n'y a plus de mental. C'est-à-dire que c'est le moment le plus fabuleux. La sexualité, c'est la porte de l'amour plus grand que celui qu'on imagine. C'est-à-dire que la sexualité, c'est le moment où on est obligé de lâcher les pensées, tout ce qu'on a dans la tête pour s'ouvrir totalement et se fondre, hein, on appelle ça la petite mort, se fondre dans la relation à l'autre. Et qu'est-ce qui se passe dans ce moment ? Quand il est en conscience quand même. Pardon ? Quand on est vraiment en conscience de cette relation. Non, moi je parle juste de l'orgasme. Hein. Oui. Regarde, même des êtres qui ne sont pas conscients, qui font l'amour comme ça, je veux dire, parce qu'il y a le désir qui les pousse l'un vers l'autre, il y a cet instant de l'orgasme où il n'y a plus de pensée. Et bien, dans ce moment-là, les gens se sentent en amour total avec quelqu'un parce que c'est le moment où ils croient que l'autre, c'est bien de l'autre, de la relation. Mais en fait, c'est un moment clé, c'est complètement énergétique, ça n'a rien à voir avec l'autre. L'autre, il a été l'interrupteur qui a permis qu'on s'ouvre totalement et qu'on laisse circuler en nous l'énergie de la vie.
Et l'énergie de la vie, c'est tout ce qui est en nous, c'est l'énergie de la nature aussi. Et cet état-là, c'est un état extatique quand même, le moment de l'orgasme, même s'il ne dure pas forcément longtemps, il y a un moment, et c'est pour ça que les gens recherchent tant la sexualité. Parce que c'est le seul moment où tout d'un coup, ils ne font plus qu'un, ils croient avec l'autre, mais ils ne font plus qu'un avec tout ce qui est en fait. Eh bien, on peut le vivre dans la nature. Quand tu es allongé sur l'herbe, il y a le soleil, puis il fait bon, puis tout d'un coup, tes pensées s'évaporent et tu es en communion. À ce moment-là, il y a une communion. Et bien, dans ce moment-là, on a un état d'amour à l'intérieur de soi. Même si on vient de se disputer avec la voisine, tout d'un coup, on a presque envie de la prendre dans ses bras. C'est pas quelque chose de mental, toi, c'est pas quelque chose qu'on essaie de faire. C'est un état d'être et les grands méditants, ils le vivent aussi. Et c'est quoi? C'est le moment où il n'y a plus les pensées. Ce qui t'empêche, ce qui nous empêche de nous aimer totalement et d'être dans l'amour de soi, c'est les pensées, les jugements, les émotions. Et en même temps, l'orgasme, si on prend cet exemple-là, il y a aussi, j'imagine, dans le monde, beaucoup d'orgasmes sans amour, c'est-à-dire que vraiment sous forme d'un soulagement personnel. Bien sûr. Et qui n'est pas... mais bien sûr, mais ça, c'est le premier degré, le plus petit, je dirais, de la relation. Parce qu'évidemment, mais c'est le début, si tu veux, c'est juste pour dire que à ce moment-là, les personnes, elles peuvent se rendre compte qu'il y a quelque chose de plus grand, quand même. Parce qu'il y a un moment donné, voilà. Et peut-être qu'elles peuvent avoir envie de le retrouver, mais d'une façon tellement plus consciente, parce que la plupart de la souffrance dans les relations, c'est l'absence de conscience que nous sommes, en fait, nous-mêmes, cet amour que nous donnons à l'autre et que nous attendons de l'autre. L'autre, il est un révélateur, en fait, de la capacité d'aimer que nous avons en soi. Je disais à quelqu'un, il y a 2 jours, que dans ma vie, j'ai la gratitude pour ceux que j'ai pu aimer. C'est-à-dire que je trouve qu'aimer, c'est presque encore plus merveilleux que d'être aimé. Parce que quand on aime, on donne. Et puis on ouvre. C'est-à-dire que quand on aime, on ouvre son cœur. Et quand on ouvre son cœur à une personne, c'est pas qu'à une personne, c'est-à-dire qu'on s'ouvre. C'est un prétexte, je dirais, pour ouvrir notre cœur à tout ce qui est. D'ailleurs, les gens amoureux, il peut se passer plein de choses autour d'eux. Le ciel peut tomber sur la terre. Ils seront pas affectés parce que quand on est dans l'état d'ouverture du cœur, parce que c'est de ça dont il s'agit. Quelles que soient les raisons pour lesquelles on va ouvrir notre cœur, on est dans un état de bien-être. Et c'est pas forcément par l'intermédiaire d'une personne. C'est-à-dire, c'est la personne qui va être le révélateur, souvent, mais ça peut être tout simplement, justement, l'extase devant quelque chose de beau. C'est-à-dire pouvoir arrêter le petit vélo aussi du mental. Combien de personnes prennent des photos dans un très beau lieu et ne voient pas le lieu? Oui. Elles vont aller regarder après quand elles seront rentrées chez elles. Alors toi, aujourd'hui, tu vis, je trouve, une forme d'extase, d'être et de joie. Ton chemin te conduit là et on sent vraiment que tu es dans dans ce moment de vie où tu es relativement détaché, dans le bon sens du terme, du regard des autres, peut-être de renvoi, de dépendance affective. Je crois que tu es seule, tu n'es pas en couple. Comment est-ce que tu es arrivée à vivre cette extase? Alors c'est le parcours de toute une vie, mais qu'est-ce qui à un moment donné a vraiment été le point de départ de cette métamorphose, je dirais? Oh là là, il n'y a pas une chose, il y a un désir puissant d'évolution et de vivre. Ça, c'est quelque chose. Un appel très fort. Il y a toujours eu un appel très fort en moi, une vivance à l'intérieur de moi. Quand j'étais toute petite, on m'appelait le petit rayon de soleil. Mais en même temps, ce que je voudrais dire, c'est que cet appel de la vivance et cette force de joie a été énormément, réduite parce que c'est pas évident dans un monde où on pense qu'il n'y a pas de raison d'être heureux, où il y a tant de souffrance, etc., de manifester sa joie d'être tout simplement. En fait, c'est pas quelque chose, justement, cette femme que j'avais rencontrée, c'était pas une évidence non plus de dire à son enfant, je t'aime tel que tu es magnifique, et moi je m'aime parce que j'ai aucune raison de pas m'aimer. Tout ça, c'est presque quelque chose qui choque, et le bonheur, c'est quelque chose qu'on choisit. Et je l'ai choisi à un moment donné parce que je vivais de la souffrance. Parce que tout est dans le paradoxe dans cette existence. C'est-à-dire qu'on a tous des moments où on souffre.
Et c'est ce qui fait aussi, on est des êtres humains, et c'est ce qui nous fait relativiser qu'est-ce que c'est que le bonheur, le malheur. Et à un moment donné, ce que j'ai compris, c'est que on peut choisir de se focaliser sur les choses qui nous rendent tristes, mais on peut aussi mettre son regard sur ce qui est merveilleux et magnifique. Ça ne veut pas dire faire l'autruche, ça ne veut pas dire être dans le déni. Moi, je suis très consciente de toutes les choses qui se passent dans le monde, mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est que si chacune de nous, révélons cette joie qui est notre véritable essence, que l'on sent justement quand on est en communion, et si on ose le faire, quels que soient les jugements, parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer, la joie, le bonheur, ça attire beaucoup de jugements. De ceux qui n'ont pas fait ce choix. Oui, tu réveilles le système de défense de l'autre, en fait. Donc, comme c'était vraiment quelque chose pour moi qui était important, d'aller dans ce rayonnement de ce que je pense que nous sommes tous et toutes, j'ai appris, et j'ai une grande gratitude pour ça, à aller au-delà des jugements, des points de vue, des attachements. Mais ça, c'est pas fait si facilement que ça. Mais c'est mon chemin, et j'ai une gratitude énorme, c'est vrai, à ce jour. Et je suis pas toute jeune non plus, donc il y a eu tout un cheminement qui a été assez long. Mais j'ai une gratitude énorme. En tout cas, d'avoir eu le courage de toujours choisir cette joie et ce bonheur, parce que ça en vaut vraiment le coup. Et comme tu dis aujourd'hui, j'aime toujours et j'aime de plus en plus, mais pas dans l'attachement. C'est ça se sent. C'est une liberté. C'est une liberté. Tu as vécu un drame, tu as perdu 2 enfants, tu as traversé certainement de très grandes souffrances, il y a longtemps déjà, mais ça ne s'oublie jamais. Quand la souffrance se présente aujourd'hui, comment est-ce que tu la transfigures, tu la transmutes en regard à ce que tu as vécu et que tu as justement transmuté, transfiguré déjà? C'est-à-dire que déjà... quand quelque chose arrive, je relativise immédiatement aussi. C'est-à-dire que le cadeau et c'est ce que j'essaie de transmettre à toutes les personnes que j'accompagne, c'est de ne plus s'identifier aux histoires. En fait, quand une tristesse ou une souffrance arrive ou une colère, c'est pas je ne suis pas triste, je ne suis pas en colère. C'est une énergie qui me traverse. C'est pas la même chose. Tu l'accueilles. C'est-à-dire, oui, et ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas ça. Moi, je suis au-delà de ça. Chacun est au-delà de ça. Nous ne sommes pas nos tristesses, nous ne sommes pas nos souffrances. Et en fait, nous avons été habitués à nous identifier à ça. Et pendant longtemps, j'ai pas compris la notion du bouddhisme, mais je la comprends seulement maintenant. Cette notion de détachement, je trouvais que c'était de l'indifférence. Moi, j'étais pas attirée par toutes ces approches où on avait l'impression que les personnes elles étaient sans affect en fait. Et ce que je me rends compte maintenant, non, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire qu'en fait, si on est libéré soi-même des points de vue qui créent nos souffrances, déjà, il va y avoir moins de souffrances qui vont arriver parce que les souffrances extérieures, c'est la plupart du temps, c'est une réactivation de ce que je porte en moi. Donc, si je libère mes propres mémoires cellulaires, mon transgénérationnel, les histoires des grands-pères, de tout ça, de l'homme des cavernes, peu importe, si je libère mes cellules de ces mémoires-là, il n'y a plus de raison qu'elles s'activent sous forme d'événements difficiles. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus d'événements qui sont difficiles? Oui, si, puisque nous sommes tous, nous sommes dans un collectif. Mais tu vois, quand je vois quelque chose de douloureux, je ne m'identifie pas comme si c'était moi, parce que c'est ça qui se passe. Oui. C'est qu'on s'identifie au drame extérieur parce que ça réveille nos drames intérieurs. La première chose que nous avons à faire, c'est de guérir nos drames intérieurs et de nous en détacher. Tu sais, il y a une phrase de Christiane Singer que j'adore, quand elle a rencontré ce rabbin, et qui disait « La seule chose que j'espère, c'est quand je quitterai ce monde, de ne pas y avoir laissé ma souffrance. » C'est très beau. Eh bien, je dis la même chose. Oui. Tout ce qui m'a amené, tout ce dépassement, tout ce chemin de transformation, c'est l'amour qui me l'a amené, Anne, parce que c'est l'amour que j'avais pour mes enfants qui m'a donné la force de vivre en choisissant de vivre joyeusement et heureusement et non pas de pleurer toute ma vie sur mon sort comme une victime. Parce que à quoi ça sert de vivre si c'est pour porter le fardeau du monde sur ses épaules?
Oh, ça me fait des frissons quand tu dis ça. Tu es facilitatrice certifiée de la méthode Access Bar que tu as largement contribué aussi à populariser en France, qui est une approche quantique de libération des mémoires cellulaires. Est-ce que tu sens que ça a vraiment démultiplié ton éveil, en fait? Tu peux nous parler un petit peu de cette méthode? Oui, alors c'est vrai que je peux dire que avec toutes les méthodes que j'ai expérimentées depuis la nuit des temps, je crois que j'aurais pu m'acheter un château. J'ai toujours, il y a beaucoup de choses qui sont venues à moi parce que j'étais vraiment dans un appel de libération de tous mes impacts. Et cette méthode, comme beaucoup d'autres, est arrivée à moi à une époque de ma vie où je me posais cette question. Bon, je suis psychothérapeute, mais est-ce que j'ai vraiment encore envie d'accompagner les gens si longtemps? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus rapide et efficace? Et c'est vrai qu'elle est arrivée à ma porte. Et c'est la méthode Access Consciousness. Il faut savoir qu'Access Bar, c'est juste une partie. C'est pas la méthode en elle-même. Et j'aime déjà le terme parce que Access Consciousness, ça signifie accéder à la conscience. Donc, accéder à la conscience, je vois pas ce qu'il y a de plus grand. Si tu me demandais maintenant, Mina, t'as un vœu, qu'est-ce que tu veux? Ben, moi, c'est être libre de tous mes points de vue, mon mental, être dans une liberté totale et être consciente en tout, et être dans cette conscience de la plénitude de l'instant, de la joie de vivre. Parce que je veux dire, cette vie, je vais la quitter un jour, donc le temps que je suis là, autant le vivre pleinement. Et donc, cette méthode, elle arrive, et déjà le terme me plaît, mais la deuxième chose, c'est que, en fait, l'invitation qui est, c'est justement qu'il n'y a rien à faire, mais il y a juste à être qui nous sommes vraiment, et être qui nous sommes vraiment, eh bien, c'est faire tomber les points de vue fixes, les mémoires, etc. Et dans cette méthode, il y a des outils, des processus qui sont à la fois corporels et verbaux, qui arrivent à faire tomber d'une façon assez extraordinaire ces espèces de jugement, d'auto-jugement qu'on peut avoir. Et je peux dire que oui, si je la transmets aujourd'hui, je sais que parfois les gens peuvent dire mais comment c'est possible, quelque chose de rapide, parce qu'on a l'idée que les choses qui marchent doivent être longues et difficiles. Moi maintenant je sais que c'est faux, ça peut être rapide et efficace. Pourquoi? Parce que c'est juste un voile qui est au-dessus de nous et qui nous sépare de l'immensité de ce champ dont les physiciens quantiques parlent, le champ quantique vibratoire. En fait, nous avons cette capacité d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut que ce que nous imaginons que nous sommes et ce que nous sommes capables de faire. Et dans ces processus, bon, il y a déjà ce qu'on appelle Access Bar, qui est ce qui est le plus connu, qui est une façon de mettre des doigts sur la tête pour créer une barre électromagnétique qui peut dissoudre des cristallisations de ces fameux points de vue, de ces mémoires, etc. Ce qui fait que, au bout d'un certain temps, il y a beaucoup de gens qui disent mais c'est incroyable, je me sens plus joyeux, plus libéré, plus heureux. Ben oui, parce que certains impacts s'en vont, certains traumatismes et mémoires s'en vont. Et puis il y a aussi une façon d'être qui est de vivre dans la question ouverte. Et donc, la question ouverte, je commence mes journées comme ça. C'est un petit peu comme la prière. C'est ce que tu appelles l'art de la question aussi. Exactement. L'art de la question. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne vraiment parce que, bon, on connaît bien maintenant, il y a eu beaucoup de gens qui parlent de la pensée positive, de la loi d'attraction. On sait très bien que la façon dont on pense agit sur notre morale, sur notre physique, etc. Mais la pensée, ça se décide pas comme ça non plus, quoi. Quand tu as une pensée parasite qui vient, tu peux même en avoir conscience et puis ne pas savoir comment la faire partir. Et donc, je trouve que ces processus, en tout cas, pour ceux qui sont prêts à les recevoir, parce que c'est aussi, moi je ne crois pas au miracle, si je crois au miracle, mais je crois que nous sommes le miracle. Oui. Voilà, je ne crois qu'il y a aucun outil qui est un miracle, simplement s'il y a un vrai désir de transformation et de s'élever, eh bien on peut effectivement trouver l'outil, le processus qui va nous amener ça. Et donc, tu sais, Jésus disait, voilà, moi je reprends les prophètes, mais quelque part, demande et tu recevras. Et c'est très vieux, ça date pas d'aujourd'hui. Et dans toutes les religions, on parle des prières. Mais qu'est-ce que c'est la prière? C'est une vibration. C'est une parole, une vibration, une demande que tu envoies. Certains vont dire à Dieu, mais tu l'envoies comme ça dans l'univers. Et c'est tout simplement, je dirais, vibratoire. Oui. Ouais, tu vois?
Alors c'est passionnant. Je crois qu'on comprend bien en fait où tu veux en venir. Je trouve que ta transmission est vraiment incroyable et que tu inspires aujourd'hui beaucoup le monde, Mina. Mina. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose d'essentiel que tu as envie de transmettre très rapidement ? L'essentiel, c'est que chacune sache combien il mérite d'être aimé et qu'il est magnifique. Et c'est pas des mots vides. Nous sommes magnifiques. Quand on est devant un enfant, on sait qu'il est magnifique, on voit qu'il est magnifique. Et on lui dit, pourquoi à un moment donné ça s'arrête ? Pourquoi cette joie ? Donc, ce que je veux transmettre, c'est que la joie, elle est notre essence. Et la joie est notre essence. Et nous pouvons faire tomber, et effectivement, toutes les points de vue erronés qu'on a accepté de croire que nous ne méritons pas d'être qui nous sommes, que nous ne méritons pas d'être le meilleur, que nous ne méritons pas d'être aimés. Et si dans ce monde, chaque personne se réveille comme une fleur qui s'épanouit dans le jardin de la vie, eh bien, nous allons changer des choses. Parce que c'est uniquement si nous nous réveillons, nous, que nous pourrons avoir une petite graine on va semer des graines en fait dans ce monde et permettre que ce monde soit beau et lumineux. Merci infiniment pour cette vie en abondance. Alors je rappelle ton site internet où on peut te retrouver, Mina Goll Compagnon. Donc le site internet c'est mina avec 2 e-compagnon.com, c'est bien ça ? Ouais. Merci infiniment Mina. Merci beaucoup Anne. À bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Si vous aimez le podcast Métamorphose, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles. Et découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Merci encore infiniment à notre cher partenaire officiel, Léa Nature, engagée de nature, et premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels dont ces marques bio reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète.